Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi le succès mène-t-il à l'échec ? Alors, a priori, l'ambition d'une entreprise est de réussir, c'est-à-dire de faire mieux que ses concurrents. Souvent, les entreprises veulent avoir un avantage concurrentiel décisif, durable, avoir une rentabilité supérieure aux autres acteurs du marché. Et d'ailleurs, au premier abord, en tout cas, on ne peut qu'envier ceux qui atteignent le succès stratégique. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Alors, je disais justement au premier abord, parce qu'en réalité, ce n'est pas si simple selon vous. Pourquoi ? Oui, c'est pas si simple. Vous pouvez regarder dans l'histoire, il y a des grands champions qui se sont complètement effondrés. On connaît tous les exemples de Nokia, de BlackBerry, de Kodak, qui dominaient complètement leur industrie, qui avaient des valorisations boursières extraordinaires et qui se sont effondrés. Et ça, c'est une vraie question en stratégie, c'est-à-dire comment c'est possible que le succès mène à l'échec ? Alors, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits par un chercheur canadien qui s'appelle Danny Miller. Il a appelé ça le paradoxe d'Icare. Alors, le mythe d'Icare, je vous rappelle, Icare, c'est un ado qui est enfermé dans le labyrinthe en Crète avec son père, Dédale. Et Dédale trouve un moyen de s'échapper du labyrinthe, c'est de coller des plumes sur les bras avec de la cire et puis de battre des bras très forts pour s'envoler. Ils ont dû battre des bras très forts quand même. Mais Dédale dit à son fils, qui est un ado, bon, attention, une fois que tu voles, fais pas trop le malin, parce que si tu t'approches trop près du soleil, la cire va fondre et ça pourrait être dangereux, donc tu restes à côté de moi. Et malheureusement, évidemment, Icare, complètement enivré par le fait qu'il arrive à voler, se rapproche trop près du soleil, la cire fond et le pauvre meurt. Et donc c'est l'idée que le succès mène inéluctablement à l'échec. Et paradoxalement, ça marche avec les entreprises. Ça marche avec les entreprises parce que l'idée, c'est que lorsque vous avez trouvé une stratégie gagnante, la meilleure chose évidemment que vous allez faire, c'est l'appliquer. Ça va de soi, on va appliquer la stratégie gagnante. Et à partir de là, toutes les ressources et compétences qui sont au service de votre succès, vous allez les renforcer, les développer, les protéger, et tout le reste, vous allez le mettre de côté, ce sera relativement annexe, voire vous en débarrasser. Et donc, vous allez vous spécialiser sur votre recette du succès. Oui, on se spécialise de plus en plus sur ce qui fonctionne. Oui. Et c'est là que les ennuis commencent parce que finalement, le pire ennemi de l'innovation, c'est justement la spécialisation. Oui, ce qu'on enseigne en fait en management de l'innovation, c'est que l'innovation, ça vient jamais du cœur. L'innovation, ça vient de la marge. Le meilleur conseil qu'on peut donner à un innovateur, c'est aller voir ailleurs. Or, le problème évidemment, c'est que si vous vous spécialisez, vous allez perdre votre capacité d'innovation parce que vous allez creuser toujours plutôt que de regarder sur les côtés. Or, quel est le principal moteur de la spécialisation ? C'est le succès. Oui, on se spécialise rarement dans l'échec. En revanche, quand on a trouvé quelque chose qui marche, on le répète, et on devient le super spécialiste du truc qui marche. Et là, on creuse une magnifique trajectoire de succès. Tous les indicateurs sont au vert, les concurrents sont dépassés, les clients vous adorent, les investisseurs sont à vos pieds. Tout va bien, vous êtes le grand spécialiste de la recette qui marche. Et on creuse finalement un sillon, dites-vous, parce qu'en se spécialisant, on se tire aussi une balle dans le pied sans s'en rendre compte, parce qu'on abandonne les ressources, les compétences qui ne sont pas au service de cette stratégie gagnante, et parce que justement on les considère comme un gâchis inutile. Oui, pourquoi se spécialiser en dehors de ce qui marche ? Non, on va uniquement développer ce qui fonctionne. Et donc tout le reste est négligé, voire vraiment abandonné. Et c'est un petit peu comme un athlète, en fait, qui va se spécialiser sur un type de course, le 110 mètres haies, il va être le roi du monde sur le 110 mètres haies, mais quand il s'agit de faire un 100 mètres plat, ce sera plus du tout sa capacité, parce qu'il a abandonné les compétences qui lui permettent de faire autre chose. Et le problème, c'est que tôt ou tard, forcément, pour une entreprise, le contexte va changer. Il va y avoir un changement réglementaire, il va y avoir un changement concurrentiel, il va y avoir un changement technologique, il va y avoir un changement quelque part. Et au moment où il va y avoir ce changement, toutes les compétences que vous avez perdues, que vous avez dégagées parce qu'elles n'étaient pas intéressantes, d'un seul coup, elles vous manquent terriblement. Et cette magnifique trajectoire du succès va devenir petit à petit une ornière, et au bout de ça risque de devenir une tombe. On creuse ce sillon jusqu'à la tombe finalement, et on devient le plus grand spécialiste de ce qui ne marche pas,
De ce qui marchait, ce qui marche plus. Voilà, ou de ce que personne ne veut. De plus personne ne veut, oui. Être le grand spécialiste de la photo argentique, ça fait pas de Kodak un champion actuel, ça c'est certain. Alors, est-ce qu'il y a justement actuellement des entreprises connues ou moins connues qui sont leaders dans leur secteur et qui courent ce risque ? Quand on est ultra leader quelque part, je sais pas, quand on a 95% de part de marché sur la recherche sur Internet, par exemple, il faut faire très attention à une innovation qui pourrait éventuellement dire que le moteur de recherche n'est plus la meilleure manière de travailler sur le web. Par exemple, quand vous vendez des smartphones et que vous êtes le leader absolument admiré par tout le monde et qui est la référence totale, il faut faire attention à ce que des nouveaux entrants, là encore, proposent d'autres types d'appareils, d'autres types d'approches qui pourraient éventuellement dire que tout ce que vous avez développé jusque-là, c'est un épisode qui est maintenant terminé. Et la capacité à faire autre chose que ce qui a été le ciment total, la racine absolue, le pilier de tout votre succès historique, c'est très compliqué. Alors c'est comme une ligne de crête, c'est assez compliqué parce que comment finalement trouver le bon équilibre pour avoir du succès sans que cela ne se retourne contre soi ? C'est extrêmement compliqué parce que quand vous êtes une entreprise, alors d'autant plus une entreprise cotée, on va vous pousser à avoir le meilleur succès opérationnel au quotidien. Et le meilleur succès opérationnel au quotidien, c'est la spécialisation qui permet de l'avoir. Et ça, c'est complètement antagoniste avec le fait d'aller voir autre chose, d'essayer des choses qui fonctionnent pas forcément, parce que ça vous maintient en forme, en quelque sorte, sur les compétences et les ressources dont vous pourriez un jour avoir besoin. Et donc, il y a un vrai talent de dirigeant qui est de maintenir cette possibilité à l'imprévu, cette possibilité à l'accident, cette possibilité à quelque chose qui pourrait éventuellement survenir, et pas simplement se concentrer sur le succès immédiat, qui est plus facile à obtenir évidemment par la spécialisation. Alors, volontairement, vous n'avez pas cité d'entreprises nominativement qui couraient ce risque. En revanche, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont réussi à trouver le bon équilibre et que vous pourriez citer ? A priori, c'est celles qui durent longtemps, justement, qui conservent longtemps une position dominante. Et il y en a une qui est intéressante, c'est Microsoft. Parce qu'en fait, quand vous regardez la capitalisation boursière de Microsoft, vous vous rendez compte que ça fait maintenant 40 ans qu'ils sont dans les 5 premiers, voire dans les 2 ou 3 premiers. En rentabilité cumulée, je pense que c'est l'entreprise la plus extraordinaire de tous les temps. Et une des raisons, peut-être, je ne sais pas, elle est paradoxale, mais c'est de se dire qu'ils ont, dans leur histoire, fait beaucoup de diversifications qui ont échoué. Quand ils ont essayé de se lancer dans le matériel, ça n'a pas très bien marché. Quand ils se sont lancés dans le téléphone, ça a été une catastrophe. Et ça les maintient réveillés. C'est-à-dire que ça leur permet de se souvenir quelque part dans leur tête qu'ils n'ont pas complètement gagné et que, en cas de retournement, ils pourraient se retrouver dans une situation difficile. Quand vous réussissez tout ce que vous faites, ça prouve que vous essayez pas assez. Et donc, il faut toujours laisser de la place à, finalement, ce que vous disiez, à l'imparfait, à l'imprévu et à l'émergent. Il faut voir l'échec comme une possibilité de faire autre chose que ce qu'on fait. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.